Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 8e numéro de la Perme. Déjà, on est un peu désolé du retard parce que vous allez le voir, nos deux invités sont en direct du Liban et de Beyrouth. Donc ça a été un peu compliqué pour établir la connexion. Je dis vous allez le voir, vous allez aussi sûrement l'entendre dans le fond sonore, notamment avec tout ça. Et j'ai aussi moi-même des petits soucis de connexion, mais on y arrive avec un peu de retard, on est là. Donc, je vous rappelle que la Perme se veut être un journal politique du confinement. Si vous voulez soutenir la Perme, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Si vous voulez soutenir la Perme, vous pouvez d'ores et déjà commencer par partager cette vidéo. Prenez 2 secondes et vous partagez la vidéo. Il y a un plus grand nombre qui puisse voir et participer au débat. Vous pouvez aussi liker la vidéo, mais aussi vous abonner à la page de Parole d'honneur pour suivre l'actualité et ne rater aucune émission. Et enfin, vous pouvez nous soutenir en faisant un don à l'émission. Il y a le lien qui doit souvent s'afficher sur l'écran. Comme je l'ai dit, la crise sanitaire, c'est pas seulement une crise sanitaire, c'est une crise politique. Et avec Parole d'honneur, vous verrez toutes les facettes de cette crise politique. Et pas seulement dans le cas de la France, mais aussi une crise internationale. Et donc, pour cette émission-là, on va explorer le cas du Moyen-Orient. Alors, avant de vraiment commencer l'émission, je voudrais vous rappeler que le principe de l'émission, c'est de donner aussi la parole aux internautes, à ceux qui nous écoutent, et de donner la possibilité aux gens de poser des questions et des remarques aux invités. Et ils se feront un plaisir de répondre. Donc, vous pouvez d'ores et déjà commencer à poser vos questions et remarques dans la section commentaires. Alors voilà, cette émission, cette 8e émission, on va se demander avec nos invités si dans le cas du Moyen-Orient, on n'est pas au bord d'un effondrement qui peut être sur plusieurs aspects, autant sanitaire que économique que politique. Alors, pour en discuter, j'ai l'honneur d'abord de recevoir Nicolas Depouillard. Alors, Nicolas, bonsoir. Nicolas, le son est très fort. Est-ce que tu as la possibilité de rentrer? Si, je peux rentrer, mais dans ce cas-là, ça sera un enfant que vous entendrez. D'accord, parce que mais ça s'est terminé là, ça s'est terminé. Ah d'accord, parce que je suis désolé, parce que je hurle depuis le début, mais parce que j'ai le fond et je n'arrive pas à m'entendre. C'est fini. Bon après, on va faire croire à Zemmour que c'est à Montpellier, comme ça il va être très très bien. Donc, bien. Nicolas Depouillard, toi tu es chercheur en sciences politiques, tu résides au Liban comme on vient de l'entendre, tu es collaborateur à la revue en ligne Orient 21. Et tu es auteur aussi de plusieurs ouvrages, dont La mosaïque éclatée, une histoire du mouvement national palestinien, qui a été édité chez Actes Sud en 2016, et aussi de l'excellent de la théologie à la libération, histoire du djihad islamique palestinien, avec Eugénie Rebillard et Wissam Al-Haj, édité à la découverte en 2014. Donc voilà. À toi. Et j'ai aussi le plaisir de recevoir Hajar Alem. Bonsoir Hajar. Bonsoir à tous. Alors toi, tu es journaliste, tu es aussi basé à Beyrouth et tu as collaboré avec plusieurs médias, dont France 24, Abalad, RTS et Le Monde diplomatique. Et je dois aussi noter que vous avez écrit ensemble un article intitulé Aux racines économiques du soulèvement libanais, qui a été publié en janvier 2020 dans Le Monde diplomatique. Alors, avant de vraiment commencer le débat, avant de vraiment rentrer dans la discussion politique, je voulais d'abord savoir comment se passait pour vous, comment ça se passait pour vous actuellement. Est-ce que par exemple vous êtes confiné à Beyrouth et comment vous le vivez vous à titre personnel? On va commencer par Nicolas. Ok. J'ai vu que tu étais lancé. Très bien. Bouja, on va donner la priorité aux hommes. D'accord, ok, très bien. D'abord, merci beaucoup pour cette invitation et mes amitiés à toutes et tous et à tous ceux qui nous écoutent. Donc, il y a une situation de confinement au Liban qui n'est pas très différente, je pense, de celle que vous connaissez en France, à quelque chose près. Il n'y a pas un système d'attestation dans la rue, etc. Mais il y a quand même un système de couvre-feu le soir à partir de 7 heures et pendant toute la nuit. Les gens, effectivement, sont appelés à rester à la maison. Seuls les magasins d'alimentation sont ouverts. Et surtout, je pense que ce qu'il faut souligner, c'est une situation complètement inédite dans l'histoire du Liban, dans le sens où toutes les frontières sont fermées.
C'est quelque chose qui n'est pas arrivé même pendant la période de la guerre civile. C'est quelque chose qui n'est pas arrivé en 1982 lorsqu'il y a eu l'invasion israélienne du Liban et un déluge de feu sur Beyrouth à l'été 82. L'aéroport de Beyrouth était fermé, mais par exemple les voies frontalières, les frontières avec la Syrie restaient ouvertes. Lorsqu'il y a eu la guerre de 2006 entre le Hezbollah et Israël, les frontières vers la Syrie étaient toujours ouvertes. Là, depuis mi-mars, on est dans une situation très étrange où c'est la première fois où le Liban se retrouve complètement, pas seulement confiné à l'intérieur, mais je dirais isolé d'une certaine manière du reste du monde, puisque l'aéroport de Beyrouth est fermé, les voies maritimes sont fermées pour tout voyageur, et les frontières avec la Syrie sont aussi officiellement fermées. C'est une situation d'isolation totale qui est complètement inédite dans l'histoire du Liban de ce point de vue-là. Après, bien sûr, on ne va pas comparer la période actuelle à toute la tragédie de la guerre civile et naturellement à toute la tragédie aussi de l'occupation du Sud-Liban et de l'invasion du Liban en 82 et du bombardement de Beyrouth. Bien sûr, on ne va pas comparer ça, mais juste en termes historiques, on se retrouve dans une situation très, 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 très étrange et complètement inédite. D'accord. Pareil pour toi, Gère, à titre personnel, comment ça se passe avant de vraiment aller dans l'analyse? Alors, moi, je me suis auto-confinée un petit peu avant que le confinement devienne obligatoire parce que je revenais d'Irak. Et donc, c'était juste avant que l'aéroport de Beyrouth soit fermé. Celui de Bagdad n'a été fermé que récemment. Et donc, par mesure de précaution, je me suis auto-confinée, on va dire 4-5 jours avant que le confinement devienne obligatoire. Donc, ça fait bientôt un mois que je suis confinée. Mais on ne va pas se plaindre. Pour l'instant, à Beyrouth, en particulier, on n'a pas encore de problème de rationnement alimentaire. On a encore accès, on peut encore s'approvisionner en gants et en masques, ce qui n'est vraisemblablement pas le cas à Paris. Donc, c'est plutôt un bon point pour nous. Donc, voilà, pour l'instant, on se plaint pas. Alors, comme tu as dit, alors toi, Nicolas, tu connais un peu plus le cas du Liban, c'est le cas où tu travailles un peu plus. Ager, toi, c'est un peu plus le cas de l'Irak. Mais on va essayer d'explorer un peu autant que faire se peut et selon nos capacités, le cas du Moyen-Orient en général. Pour commencer un peu de façon générale, comment c'est géré en Irak et au Liban de façon interne? Est-ce qu'il y a des confinements? Est-ce qu'il y a des tests? Et comment les populations vivent ce contexte assez exceptionnel? Pour le Liban, moi, ce que je peux dire, c'est qu'il y a deux choses. C'est d'abord que le nombre de malades n'est pas comparable à ce qui se passe actuellement en Europe. C'est un nombre officiel, on va dire, de cas dépistés qui se situe maintenant au-dessus de 500. Les courbes de montée de la maladie ne sont pas des courbes exponentielles, c'est plutôt des courbes linéaires, c'est-à-dire il n'y a pas de saut où un jour il y a 15 malades, le lendemain il y en a 30, le lendemain il y en a 45. C'est plutôt, on va dire, 15, 20 tous les jours. Ceci dit, le problème c'est qu'il y a un manque de dépistage qui est évident et que beaucoup supposent, que ce soit des journalistes, des analystes, des chercheurs, qu'il y a sans doute plus de cas et qu'il y a beaucoup de cas qui ne sont pas dépistés. Cependant, en termes de la propagation de la maladie, voilà, elle est sûrement pas à l'échelle de l'Europe, mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'ici, le gouvernement libanais a pris des mesures très très tôt pour une simple raison, c'est-à-dire le Liban traverse une terrible crise économique depuis le mois de septembre. Tout son système structurel, économique, qui est un capitalisme bancaire et financier, s'écroule complètement. Et ça a provoqué déjà des pénuries dans les hôpitaux avant que la crise du corona apparaisse. C'est ça qu'il faut retenir. Donc si le gouvernement libanais a pris très tôt des mesures de confinement, de fermer les frontières, de demander aux gens de rester à la maison, de fermer tout ce qui est restaurant, etc., c'est un peu plus comme une mesure d'anticipation. Ils ont pris cette décision bien avant la France et bien avant la Grande-Bretagne, mais parce que c'est quelque chose qu'ils disent d'ailleurs tout à fait officiellement. Si on se retrouve face à une crise sanitaire d'ampleur, on n'aura pas forcément les moyens de l'affronter. Donc il y a eu effectivement une politique de confinement qui est venue très tôt. Les fermetures des écoles, des universités, des crèches, ça vient le 2 mars, c'est-à-dire c'est il y a plus d'un mois maintenant. Mais c'était un peu pour anticiper, je dirais, une crise sanitaire, quoi. Donc maintenant, on attend. Voilà, c'est pas encore une crise sanitaire qui a l'ampleur de celle de l'Iran. Je pense qu'on en parlera après. C'est pas celle ça n'a pas l'ampleur que ça a en Italie ou aux États-Unis. Mais ceci dit, il y a d'autres conséquences, je pense que ça viendra aussi dans la discussion, qui sont des conséquences ici économiques et sociales
notamment pour les classes populaires et les classes les plus paupérisées, quoi. Ager, pour le cas de l'Irak? Alors, pour le cas de l'Irak, le confinement officiellement a été imposé à partir du 17 mars, avec très peu de respect du confinement dans les premières semaines. Au jour d'aujourd'hui, il y a un confinement, il y a aussi un couvre-feu dans les gouvernorats les plus touchés, comme dans la capitale Bagdad. Le problème qui s'est posé en Irak, contrairement au Liban, c'est que la réponse est venue assez tardivement. D'abord, parce qu'officiellement, il y avait très peu de cas, il y en avait moins d'une dizaine début mars, probablement aussi lié, comme Nicolas l'a dit, pour ce qui concerne le Liban, un manque de dépistage, mais aussi pour des raisons économiques. L'Irak, comme le Liban, connaît plusieurs crises, une crise économique très importante, mais aussi une crise politique. Et donc, le gouvernement, qui est en fait un gouvernement démissionnaire, puisque depuis novembre, il n'y a plus de gouvernement en Irak, avait peur d'imposer un confinement avec des mesures un peu trop importantes qui aggraveraient la situation économique des gens. Ce qui s'est passé, c'est que vers le 21 mars, il y avait une commémoration chiite très importante à Bagdad, la commémoration de l'imam Al-Qasem, qui a drainé des dizaines de milliers de pèlerins. Et à partir de ce moment-là, le gouvernement démissionnaire a pris des mesures un peu plus strictes afin d'éviter une vraie crise sanitaire. Donc, au jour d'aujourd'hui, il y a un confinement, il y a un couvre-feu, mais bien sûr, son application dépend beaucoup des gouvernorats et des régions selon le nombre de malades qui ont été dépistés. Alors, officiellement, il y a en Irak, au jour d'aujourd'hui, un peu moins de 900 malades. Ce chiffre est très, très largement contesté, étant donné que, voilà, on est en Irak, c'est-à-dire dans un pays où l'État a de très faibles moyens, n'est pas présent partout, et où le secteur de la santé, on reviendra plus tard si ça vous intéresse, où le secteur de la santé depuis 2003 est complètement déstructuré, extrêmement faible et connaît des crises chroniques. Alors, je rappelle aux auditeurs qui peuvent d'ores et déjà commencer à poser leurs questions et leurs remarques, et on fera remonter en deuxième partie aux invités. Là, vous m'avez parlé d'une introduction sur les mesures. C'est quoi les conséquences directes sur ces sociétés, notamment dans des secteurs dont on se pose moins la question, comme par exemple l'éducation, mais aussi c'est quoi les conséquences en termes économiques? Ça doit être assez important dans ces sociétés, non? Oui. Moi, tout ce que j'ai à dire sur les conséquences, c'est-à-dire on est au Liban dans une situation de cercle vicieux actuellement. La crise du secteur hospitalier avait commencé avant la crise du corona en raison de la crise économique. Les vagues de licenciements massives, elles ont lieu depuis 6 mois. Quand je dis massives, c'est-à-dire du jour au lendemain, on annonce par exemple à 500 travailleurs d'un mall, d'un centre commercial, que dans 2 semaines, le centre va fermer. Tout simplement. 500 personnes sont licenciées du jour au lendemain. C'est absolument massif, c'est-à-dire vraiment toute l'économie s'écroule. Et donc la crise du corona est venue dans ce contexte et vient le confinement. Quelle est la conséquence du confinement? La conséquence du confinement, c'est in fine que beaucoup de gens qui essayaient de vivre, qui avaient des petits travaux journaliers, qui sont des taxis, qui sont des conducteurs de taxis collectifs, qui sont des conducteurs de bus, n'ont aujourd'hui plus aucun travail. Et on a vu ces derniers jours au Liban naître ce qu'on pourrait appeler des premières émeutes de la faim, c'est-à-dire à Tripoli, au nord du Liban et dans la banlieue sud, des gens sont descendus, je pense de manière assez spontanée, sur un simple raisonnement en disant entre attraper un virus et mourir de faim, on préfère attraper un virus parce qu'on a éventuellement 3 à 6% de chances de mourir, alors que mourir de faim, on a un véritable problème. C'est-à-dire il y a aujourd'hui une telle crise économique qu'il y a des familles au Liban, mais c'est vrai aussi pour d'autres pays de toute façon, c'est pas seulement le Liban, c'est vrai pour d'autres pays du Moyen-Orient et je pense que c'est vrai pour d'autres pays à un niveau international, des familles qui se demandent aujourd'hui comment manger. C'est-à-dire c'est une crise alimentaire à la fin.
on n'est pas encore dans une vraie crise alimentaire, mais peut-être qu'une crise alimentaire peut s'annoncer. Face à ça, le gouvernement libanais a pris certaines mesures, par exemple de délivrer 400 000 livres libanaises, ce qui doit à peu près équivaut entre, on va dire, $150 à peu près d'aide à certaines familles nécessiteuses, etc. Mais si le confinement continue encore un mois, par exemple, ou un mois et demi, ou plus, qu'est-ce qui va advenir pour toutes ces familles et pour tous ces gens des milieux populaires et aussi des classes moyennes d'ailleurs. Donc il y a une grande inquiétude, et ça fait que par ailleurs les autorités libanaises et le gouvernement libanais reconnaissent eux-mêmes en un sens qu'ils sont pris dans un espèce de piège, c'est-à-dire soit ils confinent et dans ce cas-là la paupérisation s'accélère, soit ils ne confinent pas et ils risquent une crise sanitaire. Donc ils sont vraiment pris dans une grande contradiction qui est extrêmement difficile à gérer. Et je pense que d'ailleurs la plupart des Libanaises et des Libanais en sont parfaitement conscients, c'est-à-dire ils disent pas il faut sortir, le confinement c'est n'importe quoi, etc. Ils disent juste on est face à un vrai dilemme, quoi. C'est-à-dire il faut qu'on travaille, il faut qu'on trouve du travail. Et ce que je dis est vrai pour les Libanaises et Libanais, et c'est vrai naturellement pour les réfugiés palestiniens et les réfugiés syriens, notamment dans les camps de réfugiés, qui sont dans une situation extrêmement difficile, qui sont aujourd'hui dans un taux de chômage, le taux de chômage aujourd'hui dans les camps de réfugiés palestiniens atteint, c'est pas la majorité de la population, c'est pratiquement 90%. Les gens ne travaillent plus, les gens n'ont plus de revenus. Et il y a des familles aujourd'hui qui n'ont plus de quoi s'acheter à manger. Et tu parlais de l'éducation, et c'est important de le préciser. Lorsqu'on est confiné, on dit aux enfants, par exemple, qu'il va falloir qu'ils fassent les cours sur Internet. Certaines familles ne peuvent pas payer Internet. Comment est-ce qu'elles vont faire? Comment est-ce qu'elles vont avoir même accès à l'éducation? Donc il y a toutes ces questions des conséquences sociales et économiques de la crise du corona qui se posent sans que personne ait une véritable réponse. Et c'est un peu ça la tragédie de la situation. Voilà. Tu fais le même constat, Hajar? Oui, absolument. Alors, à savoir en plus que dans le cas de l'Irak, je veux dire, c'est un pays qui a connu des guerres successives. Je dirais même pas depuis l'invasion et l'occupation américaine. Je dirais bien même avant avec les sanctions américaines. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, l'Irak, depuis, comme le Liban, depuis septembre, a connu de nombreuses manifestations. Depuis septembre et qui se sont très largement radicalisées, et avec plus de mobilisation à partir du 25 octobre 2019 à cause de la situation économique terrible en Irak, qui fait que on a un taux de pauvreté dans certaines provinces comme Bassora qui dépasse les 60-70% en fonction des chiffres des sources de ces chiffres-là. On a plusieurs au jour d'aujourd'hui, on a 1,4 million d'Irakiens qui sont déplacés à l'intérieur de l'Irak. On a encore plus de 200 000 personnes qui vivent dans des camps de réfugiés en Irak, d'Irakiens, je parle notamment. Et face à ça, on a un État qui est complètement défaillant, qui est structurellement en déficit à cause de l'effort de guerre, mais aussi de la corruption, puisque l'Irak est un des pays les plus corrompus au monde, mais aussi parce que depuis 2003 et l'occupation américaine, les États-Unis ont complètement détruit les infrastructures étatiques, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, le pays continue à en payer le prix. Donc, ce qui fait que, actuellement, sur les 38 millions et demi d'Irakiens, hormis les 4 millions de fonctionnaires qui sont payés directement par l'État, les autres Irakiens n'ont pas de source de revenus. Beaucoup dépendent de travaux quotidiens, de jobs quotidiens. Et tous ces gens-là ne sont pas en mesure de respecter le confinement. Je veux dire, dans les quartiers populaires, la vraie fracture qu'il y a actuellement sur l'histoire du confinement, on le voit très bien, que ce soit au Liban ou en Irak, c'est entre les quartiers populaires et les quartiers un peu aisés. C'est-à-dire que être confiné, c'est le pouvoir se permettre économiquement d'être confiné. Et ça, c'est une vraie problématique. C'est-à-dire que aborder la question, si vous voulez, d'un point de vue purement sanitaire, sans en aborder l'aspect économique, fera que de toute façon, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, le confinement ne sera plus respecté, ce qui aggravera bien sûr la crise sanitaire du Covid. Mais comme l'a si justement dit Nicolas, pour la plupart des Irakiens, la question c'est est-ce qu'on meurt de faim ou est-ce qu'on meurt potentiellement d'un virus? Ouais. Alors, pour cette problématique-là du confinement, selon les classes sociales, on a aussi la même, à un degré moindre, mais on a aussi la même en France.
entre les quartiers populaires et Bien sûr. les bourgeois parisiens qui ont pu partir en province. Mais justement, cette crise sanitaire, elle est mondiale. On retrouve des problématiques assez similaires dans les différents pays. Mais est-ce que c'est pas plus grave, plus inquiétant, plus dangereux dans certaines régions du monde, comme le Moyen-Orient, où il y avait déjà une forte instabilité politique avec de grandes crises, et autant sociales qu'économiques que politiques. Et je veux dire, notre titre fait un peu catastrophique, mais est-ce qu'il n'y a pas vraiment le risque d'un effondrement? Alors, si vous me le permettez, bien sûr, effectivement, il y a cette réalité sociale, elle existe partout, mais bien sûr, évidemment, ici, dans cette région du monde, où les guerres sont incessantes, où les États sont défaillants, où il y a des ingérences étrangères, voilà, il y a présence de forces d'occupation étrangères, bien sûr que les conséquences sont beaucoup plus importantes et l'échelle est beaucoup plus importante. Je veux dire, selon les Nations Unies, si la crise sanitaire continue dans la région, le nombre de personnes qui tomberont sous le seuil de pauvreté dépassera les 100 millions. C'est-à-dire que la région Moyen-Orient, si la crise sanitaire continue, il y aura plus de 100 millions de personnes qui vont tomber sous le seuil de la pauvreté, dont 52 millions qui auront des problèmes de malnutrition. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous pouvez imaginer à Paris, alors qu'il y a quand même un État et qu'il y a quand même, bien sûr, qui est totalement critiquable sur sa gestion de la crise, cela va sans dire, mais il y a quand même un État où il n'y a pas de guerre, vous pouvez imaginer les conséquences économiques que cela a. Ça vous donne juste un petit peu la mesure de ce que c'est dans un pays comme le Liban, ou comme le disait Nicolas, euh, il y a une crise, le Liban est techniquement en faillite. L'Irak, grâce à ses revenus pétroliers, tenait plus ou moins le bout, mais maintenant avec un baril à $20, il va perdre plus de 65% de son revenu, ce qui va encore plus aggraver la crise économique et le déficit du pays. Dans un pays où il y a à peu près un médecin pour 1000 habitants, il y a moins d'une infirmière par 1000 habitants. Je veux dire, dans un quartier populaire comme Sadr City, où la densité est absolument hallucinante, où il y a 3,5 millions d'habitants, il y a un hôpital et demi. En réalité, on parle de 4 hôpitaux, mais en réalité, il n'y a qu'un hôpital et demi qui fonctionne. Il y a à peu près 1,4 lits pour 1000 habitants. Donc, le ministre de la Santé a déclaré officiellement la semaine dernière qu'il avait besoin de 150 millions de dollars pour une première réponse à la crise Covid. Au jour d'aujourd'hui, l'État irakien n'est pas capable de mettre à disposition 150 millions de dollars pour répondre à cette crise sanitaire-là. Voilà, donc on est quand même dans des pays où il n'y a pas de mécanisme de redistribution. Et c'est surtout ça, là, le problème. La crise sanitaire, là, le Covid, ça vient quand même comme un élément en plus qui vient encore détruire un édifice qui était très très fragile, c'est ça? Absolument. C'est-à-dire que si la crise sanitaire continue dans cette région, le risque, c'est bien sûr un effondrement total des États de la région. Nicolas, tu veux ajouter La chose que j'aurais ajoutée, c'est qu'en plus, pour prendre l'exemple du Liban, mais ça serait vrai aussi pour la Jordanie ou pour l'Égypte notamment, c'est que c'est des États qui actuellement comptent sur l'aide internationale, que ce soit une aide internationale, on va dire, privée par le biais de NGOs, etc., ou que ce soit une aide internationale officielle par le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et tutti quanti. Le problème, c'est qu'actuellement, on entre dans une période historique qu'on n'a pas connue depuis très longtemps, qui est une période de récession mondiale, qui est probablement la période de récession mondiale la plus importante depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui est sans précédent. Elle n'est même pas comparable à la crise de 2008. Et que la question se pose aussi de savoir si les pays donateurs seront encore en mesure d'être des pays donateurs d'ici quelques mois ou quelques années. On n'est plus sûr de rien. C'est-à-dire que même l'édifice économique, notamment occidental, est en crise actuellement. Et donc ça pose aussi des questions ici sur les aides internationales. Ça pose des questions ici sur les aides internationales que va négocier le Liban, ou que voudrait négocier le Liban bientôt avec le Fonds monétaire international. Ça ne veut pas dire qu'une aide ne sera pas donnée, mais par contre ça peut vouloir dire aussi que les aides seront encore plus durement conditionnées.
et que donc la frappe de certains secteurs, comme le secteur public par exemple, sera très forte. Donc dans tous les cas de scénario, je ne sais pas, écroulement ou pas, mais on est en train de vivre un changement de période qui n'est pas un changement de période dans la région, qui est international. Et c'est clair que cette récession mondiale et cette crise économique sans précédent va changer toute la donne du point de vue de la région, du point de vue, mais c'est une région qui est en interaction constante avec le monde, avec des pays donateurs, et puis sur lequel il y a une pression immense, comme on le sait, la pression américaine sur l'Iran, etc. Mais tout ça va avoir effectivement des conséquences qu'on a pour le moment encore beaucoup de mal à imaginer, mais on vit un changement de conjoncture historique, à mon avis, qui est très profond. On va parler de tout ça, du changement d'ordre mondial que ça peut amener. Mais avant de ça, je voudrais savoir aussi, vous avez déjà commencé à l'aborder, mais comment les populations locales réagissent face à cette crise, mais aussi face aux mesures du gouvernement. Est-ce qu'elles soutiennent ces mesures? Est-ce qu'elles s'opposent? Est-ce qu'elles font à côté? Elles s'organisent elles-mêmes? Comment ça se passe? Moi, je pense pas qu'il y ait une opposition de fond des gens ici aux mesures de confinement. C'est-à-dire, c'est pas seulement le confinement. Par exemple, tout ce qui est porter des masques, essayer de faire attention dans les magasins, etc. Si on regarde bien, majoritairement, beaucoup de Libanaises et de Libanais ont pris le pli très très tôt, en fait. Se sont habitués très rapidement à à se distancier, à pas se serrer la main, à pas se faire la bise, etc. Il y a eu tout de suite des espèces pas de réflexes, mais c'est-à-dire ça c'est pas quelque chose qui pose problème. Les mesures de confinement, à mon avis, n'ont pas posé problème en soi sur le principe au début, c'est-à-dire beaucoup de gens, je pense, ont compris ce qui se passait, se sont dit, bon, ok, on n'a pas envie de choper un virus et compagnie, donc on comprend. Mais effectivement, comme je l'ai dit, le nouveau phénomène, ça a été limité pour le moment. C'est des émeutes à Tripoli et dans la banlieue sud, et puis dans quelques autres villes de manière plus limitée. Mais ça peut s'amplifier dans les prochaines semaines. Ces émeutes, je pense pas que le message, comme je dis, le message, c'est pas de dire on va tous sortir, il faut arrêter le confinement, mais c'est une situation où les gens disent on est dans une situation de blocage, c'est-à-dire si le gouvernement ou si des donateurs ou si n'importe qui ne donne pas du cash et de l'alimentation, la situation va venir vraiment très grave et impossible à gérer. Et le résultat, c'est qu'à la fin, les gens vont rompre les mesures de confinement, non pas parce qu'ils sont contre le confinement de manière philosophique, etc., à la Gambem, en se disant tiens, non à l'État, non à la... C'est pas ça. Ils vont simplement sortir dans les rues parce qu'ils disent il faut qu'on mange, il faut qu'on travaille, il faut qu'on trouve à manger pour nos enfants. Ça va être sur ce principe-là. Donc, ce n'est pas une opposition, je veux dire, théorique, philosophique, etc. C'est une opposition qui concerne leur vie et leur survie. La survie directe. Ouais. Agir, tu vas ajouter? C'est-à-dire que je pense que la réponse dépend vraiment de chaque État. En Jordanie, la réponse, elle est quand même très chapeautée par l'État. C'est l'État qui gère les confinements, dont certains confinements dans des hôtels 5 étoiles. Il y a une interdiction formelle de sortir. Enfin, voilà. En Égypte, on a vu plutôt une gestion très populiste de la crise sanitaire entre en Égypte, il n'y a pas de cas de contamination. Maintenant, une gestion hyper populiste par un régime qui essaie de se rattraper autant que faire se peut, sachant que aussi dans le cas de l'Égypte également, on ne peut pas réellement savoir les chiffres réels. Vu qu'il y a eu très peu de respect du confinement, mais aussi pour des raisons économiques. Hein. Là, je pense que c'est très, très important pour nous de bien souligner ça. Je veux dire, le non-respect du confinement dépend principalement de causes économiques. Ce n'est pas du tout un manque de sérieux ou pour X ou Y raison, les gens sont parfaitement conscients que c'est une réalité, que c'est très important, mais voilà. Alors, pour le cas de l'Irak, où il y a 38 millions et demi d'habitants, la population est pour l'instant totalement désemparée parce que tout simplement l'État n'a pas encore mis en place des systèmes d'aide qui feraient que les gens pourraient respecter le confinement un peu plus sérieusement. Alors maintenant, dans un État comme l'Irak, dans un pays comme l'Irak, la fonction des hommes religieux, des instances religieuses, des partis politiques, des factions armées sont également importantes et compensent et concurrencent, si on veut, le rôle de l'État, à savoir que à Karbala et Najaf qui a été une des zones les plus touchées
par le corona durant cette crise jusqu'à aujourd'hui, voilà, les instances religieuses jouent un rôle très important et dans la distribution de kits sanitaires, dans mise en place un minima de filets et d'aide économique pour les plus démunis. Mais par exemple, le gouverneur de Najaf a fait hier une déclaration. Najaf est une des régions en Irak qui est probablement une des plus riches, pour dire que le gouvernorat ne tiendra pas encore des semaines de confinement, qu'il y a un vrai risque d'effondrement. À Bassora, où l'effondrement existe déjà, c'est un petit peu le chaos. Dans les quartiers populaires de Bagdad, idem. Dans le nord, c'est encore plus grave parce que depuis la guerre contre Daesh et depuis 2017, l'État est quasi absent à Mossoul. Parmi sur les, je pense, 10 hôpitaux qui ont été détruits, il n'y a que 2 ou 3 qui ont réouvert. Et Mossoul est la deuxième plus grande ville d'Irak. Il n'y a pas, je veux dire, l'accès. Ce qui est incroyable en Irak, c'est que dans les années 90, 97% de la population irakienne avait accès aux soins. Aujourd'hui, les habitants de Mossoul, deuxième plus grande ville d'Irak, il n'y a pas d'accès aux soins, il n'y a pas d'accès à l'eau. Hein, le tiers de la ville n'a toujours pas été reconstruit. Je veux dire, voilà, ce sont ces réalités-là. C'est-à-dire que cette crise du Covid intervient au moment où l'Irak n'a pas entamé de grands projets de reconstruction suite à la guerre contre Daesh, où une grande partie du nord et de l'ouest du pays ont été détruits. Bassora et le sud de l'Irak, comme on l'a vu avec les manifestations qui ont eu lieu depuis l'été 2019, sont des régions qui sont totalement sinistrées. L'Irak avait demandé une aide internationale qui, comme le disait Nicolas, probablement n'arrivera jamais. Et avec un baril à $20, l'Irak a tout simplement perdu plus de la moitié de son revenu national, qui était déjà déficitaire de toute façon. Alors, je vais vous poser encore 2-3 questions avant de passer aux questions des internautes. Vous en avez déjà parlé un peu. Qu'en est-il du cas des camps palestiniens et du cas de la Palestine en tant que telle? Nicolas? Oui, pardon, si tu me le permets, je m'excuse. Vas-y, Ager. Parce qu'il y a un point très important aussi. Il faut aussi prendre en considération la dynamique régionale aussi dans cette crise-là. Je veux dire, dans le cas de l'Irak, on est au bord d'un affrontement parce que les États-Unis ont transformé l'Irak en scène de guerre et de confrontation avec l'Iran. Parce que le gouvernement irakien et les forces politiques irakiennes sont considérées comme étant trop favorables à l'Iran. Et de ce fait, c'est une pression supplémentaire sur l'Irak qui risque de déstabiliser encore plus grandement un État irakien qui est déjà très sinistré. Bah, écoutez, je comptais aborder ce thème plus tard, mais on peut l'aborder maintenant. Tu l'as déjà commencé à l'expliciter. Quel est le poids que joue, nous on est en France, on est dans l'Occident, quel est le poids que joue l'Occident, et notamment, je pense plus particulièrement les États-Unis, dans cette catastrophe actuelle? C'est pas elle qui a mis le virus, mais est-ce qu'elle joue encore un rôle aussi négatif actuellement? Bien sûr, c'est-à-dire que les États-Unis, au jour d'aujourd'hui, font une pression supplémentaire sur un gouvernement qui en plus est démissionnaire, c'est-à-dire que les pressions américaines empêchent la formation d'un nouveau gouvernement en Irak, parce qu'ils le conditionnent par un Premier ministre qui ne leur soit pas défavorable, et s'ils considèrent que le futur gouvernement irakien ou le futur Premier ministre est trop défavorable aux Américains, ils menacent l'Irak était exempt des sanctions secondaires imposées sur l'Iran. Comme vous savez, dans le cadre des sanctions américaines contre l'Iran, les États qui commercent avec l'Iran sont également soumis à des sanctions. L'Irak, qui dépend principalement de l'électricité, de l'importation d'électricité et de gaz de l'Iran, était exempté de ces sanctions pendant 120 jours, qui étaient renégociables. Ces 120 jours ont été réduits à 45 jours, qui sont donc, chaque 45 jours, l'Irak doit renégocier avec les Américains d'être exempté de ces sanctions. L'administration Trump a menacé directement et officiellement le gouvernement et les forces politiques irakiennes d'arrêter cette exemption, c'est-à-dire de sanctionner l'Irak s'il continue à commercer avec l'Iran.
Deuxièmement, dans un exemple absolument incroyable du manque de souveraineté de l'État irakien et de la puissance américaine, les réserves de change de l'État irakien sont à New York. Donc, l'administration Trump menace également l'Irak de bloquer son accès à ces réserves de change, ce qui, comme on l'a dit plusieurs fois durant cette émission, vous imaginez déjà la situation économique en Irak, imaginez s'il n'a plus accès à ces réserves de change. Il faut savoir que l'Irak importe ses médicaments, par exemple. Là, actuellement, il y a une pénurie de 85% de médicaments en Irak. Nécessaires pour la réponse Covid, mais également pour toutes les maladies chroniques, du cancer jusqu'au diabète, etc. Ça, et en plus, ça aussi c'est une très forte cause de déstabilisation de l'Irak, c'est les assassinats ciblés de responsables irakiens et de factions armées irakiennes sur le sol irakien. Alors, dernièrement, il y a quelques jours, le New York Times a publié un article sur les débats actuels au sein de l'administration américaine où Monsieur Bolton considère que c'est le moment ou jamais de mener une grande offensive en Irak contre les factions jugées, considérées comme étant pro-iraniennes, parce que l'Iran est trop faible pour répondre, étant donné la crise du Covid en Iran et ses conséquences économiques et sociales sur le régime iranien. Donc, on est quand même dans une situation extrêmement tendue. Il y a encore quelques jours, des bases où il y avait des factions américaines, des factions irakiennes ont été bombardées. Il y a 2 semaines, 10 jours, l'aéroport de Karbala a été bombardé. Il y a eu un bombardement contre un site de l'armée irakienne par les Américains. Donc voilà, si en plus de cette crise sanitaire, de cette crise économique et de cette crise politique, les Américains continuent leur pression sur le gouvernement et sur l'État irakien en général, non seulement il n'y aura pas de nouveau gouvernement, clairement, parce qu'ils tendent à la polarisation entre les pro-américains et les pro-iraniens dans un pays déjà très fragilisé, mais en plus on va vers un affrontement et une escalade très importante. Donc ouais, la catastrophe sanitaire et même humanitaire qui est en train de se profiler ne pousse pas les Américains à être plus souples, au contraire. Non, pas du tout. Et malgré tous les appels des Nations Unies à cesser le feu, à une levée des sanctions, parce que bien sûr, on parle des sanctions, les sanctions bien sûr contre l'Iran, on y reviendra si vous voulez, mais aussi les sanctions contre la Syrie et d'autres, et bien sûr, y compris contre le Venezuela. Je veux dire, dans un moment, dans un contexte inédit où on a une pandémie mondiale qui fait que les pays les plus puissants de ce monde sont en train de s'ébranler. Vous imaginez ces pays qui subissent des guerres à répétition et des occupations militaires depuis 20-30 ans. Au lieu d'arriver à au moins un cessez-le-feu et une espèce de solidarité, on va dire, à minima, que le Covid ait au moins pu faire comprendre que effectivement on est plus ou moins les destins des uns et des autres sont plus ou moins liés par ce virus au moins. Là en Irak en tout cas nous allons si les États-Unis continuent et si cette administration américaine continue sa politique actuelle, nous allons vers le pire. Ouais. Nicolas, tu voulais non, est-ce que je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'a dit Hajar. Juste rajouter que sur la crise actuelle du corona, si on prend le cas de l'Iran, naturellement, l'Iran était réputé plutôt pour avoir un bon système hospitalier, avec des bons médecins, des bons infirmiers, etc., et des bons hôpitaux. Ça a été complètement détruit ces derniers mois et ces dernières années par les sanctions américaines et par la crise économique absolument terrible que vit un pays qui est quand même un pays qui vit du pétrole et du gaz et de l'exportation de son pétrole et de son gaz et qui ne peut plus le faire du fait des sanctions américaines qui sont, il faut le rappeler, les sanctions les plus violentes depuis 1979. Ce sont des sanctions sans commune mesure, au point que l'Iran a même demandé une aide au Fonds monétaire international dernièrement. C'est la première fois que l'aide, que l'Iran, en tout cas que le ministère des Affaires étrangères tout
ou du moins iranien, demande cette aide, c'est quelque chose de tout à fait inédit. C'était un espèce d'appel au secours parce qu'effectivement, il vit une situation économique absolument catastrophique du fait de ces sanctions. Des sanctions qui essayent un peu d'être contournées par la Chine, qui sont un tout petit peu contournées en réalité par la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne qui ont mis en place un espèce de système de troc avec l'Iran qui est un peu complexe, qui s'appelle le système INSTEC, qui permet un peu de contourner légèrement les sanctions, mais de manière très très limitée. Mais aujourd'hui, on ne peut pas penser la crise du corona aujourd'hui en Iran sans penser l'ensemble comment les sanctions américaines effectivement ont frappé l'économie et ont frappé donc tout simplement l'État et la fonction publique et comment marchent les hôpitaux, etc. C'est une situation absolument aujourd'hui catastrophique qui fait que par ailleurs l'Iran aujourd'hui comme vous le savez, fait partie des pays du monde avec le plus de malades aux côtés de l'Italie ou de la Chine, quoi. Donc voilà, il faut avoir en tête véritablement ça. Et concernant toujours, je pense, la politique américaine, il y a toujours deux théories. Il y a eu deux théories qui se sont complètement opposées ces 2 années en disant que les Américains étaient extrêmement agressifs dans la région. Et puis il y a une autre théorie qui prend l'exemple syrien pour dire que non, au contraire, ils se retirent. Moi, je pense qu'il y a sûrement des désaccords dans l'administration américaine sur que faire, etc. Mais en tout cas, il y a un espèce de consensus sur 2 sujets qui sont extrêmement problématiques. C'est l'Iran. Et puis le second consensus, naturellement, c'est sur la question palestinienne, puisqu'on est allé de recul en recul en recul ces dernières années avec la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël par les Américains, avec cette espèce de deal du siècle dont personne ne croit et que les Palestiniens de toute façon refusent de manière unanime. Mais voilà, c'est une politique, je veux dire, actuellement, cette politique de Donald Trump est une politique qui déstabilise profondément la région, de toute façon. Alors, avant d'aller sur le cas de la Palestine, je voudrais vous demander, pour rester sur le cas de l'Iran, et on pourrait mettre, comme tu as dit, le cas du Venezuela à Gère, est-ce que ce ne serait pas le moment actuellement de demander la levée des sanctions? Et est-ce que vous n'êtes pas effaré par le fait qu'il n'y a pas de grand mouvement pour demander ça en ce moment, surtout dans les pays du Nord? C'est-à-dire qu'on aurait cru que l'exemple des sanctions contre l'Irak de 91 à 2003 aurait servi un peu de leçon. De temps en temps, il faut revenir en arrière et essayer de tirer des leçons de l'histoire. Les sanctions, les sanctions de ce qu'on appelait à l'époque pétrole contre nourriture, les sanctions onusiennes sous pression américaine contre l'Irak, ont fait plus d'1,5 million de morts en Irak. Au jour d'aujourd'hui, si l'Iran, le Venezuela et tous les pays qui sont actuellement sous le cas de sanctions, qui vivent actuellement des sanctions américaines, il faut que les choses soient très claires pour vos auditeurs, mais aussi pour en général, les citoyens des pays occidentaux. C'est-à-dire que si les sanctions perdurent, ces États ne pourront pas répondre de manière correcte à la crise sanitaire. Et dans ce cas-ci, clairement, les sanctions tueront des gens. Et on parle de centaines de milliers de gens qui sont à risque parce que ces pays ne peuvent pas importer des médicaments nécessaires, répondre à cette crise telle qu'il se doit, etc. Donc c'est extrêmement important que malgré bien sûr que les citoyens dans les pays occidentaux soient préoccupés par leur propre quotidien, il est très important qu'ils aient conscience que s'il y a une deuxième vague, si la situation continue telle qu'elle est dans ces pays-là, notamment en Iran, d'accord, non seulement il y aura des milliers de victimes du corona et donc directement des sanctions en particulier, mais ça veut dire qu'on ne pourra pas contenir cette épidémie. C'est-à-dire tant qu'il y aura un foyer, tant qu'il y aura des foyers actifs, comme c'est le cas de l'Iran, on ne pourra pas contenir cette épidémie. Donc, c'est dans l'intérêt général de lever les sanctions et de permettre à ces pays de pouvoir, au moins pendant qu'il y a cette pandémie mondiale, de pouvoir contenir, répondre et traiter de la meilleure manière les malades. Alors, Nicolas, avant que tu répondes, je vais prendre une question d'un des internautes qui rentre un peu dans cette logique et qui demande, qui dit, c'est Amine CH qui dit « Pendant ce temps, Trump déploie ses navires de guerre vers le Venezuela et Cuba et ne lève pas le blocus économique sur l'Iran. L'administration américaine pourrait-elle utiliser ce moment de crise sanitaire pour accélérer la confrontation au Moyen-Orient ?» Alors, je réfère, Amine, à un article du New York Times qui est apparu, il me semble, il y a 3 jours, où la discussion, comme je le disais, au sein de l'administration Trump, c'est de dire c'est le moment ou jamais
d'attaquer l'Iran et les alliés de l'Iran dans la région. D'accord, ouais, De donc ce c'est fait, le il y a eu un clinique déploiement, absolument, il y a eu un déploiement d'antimissiles patriotes ces derniers jours. On a vu un redéploiement des soldats américains dans certaines bases irakiennes, alors soi-disant pour le corona, mais il semblerait aussi dans la perspective d'un affrontement plus général. Donc, Amine a absolument raison. C'est clairement débattu. Et le fait que cette option soit défendue par Pompeo prouve à quel point, parce que ça, c'est une option, si vous voulez, qu'on appelle une option israélienne. Pourquoi une option israélienne? Parce que clairement, au jour d'aujourd'hui, du point de vue des intérêts nationaux américains, il n'y aurait pas de raison maintenant d'aller vers une escalade dans la région avec l'Iran, parce que, comme le disait Nicolas, Trump avait promis à son électorat de se retirer du Moyen-Orient, qu'il y avait tout ce débat sur Bring Our Boys Back, etc. Bon, clairement, ce coup de force, qui est le même qui a poussé à l'assassinat du chef des forces de mobilisation populaire en Irak, le Hajj, et de Qasem Soleimani à Bagdad, je veux dire, maintenant, on sait parce que c'est écrit, parce que c'est assumé, parce que c'est dit. Ça, c'est tout simplement, effectivement, poussé par les Israéliens et parce que les États-Unis continuent de considérer que leur leur intérêt vital dans la région est perçu d'un point de vue israélien. Et c'est de là, si vous voulez, c'est de là que vient le lien que faisait Nicolas entre pourquoi l'Iran et les Palestiniens, parce que tout simplement l'Iran constitue dans le déploiement de ses capacités balistiques, que ce soit en Irak, dans le Golan ou au Liban, c'est perçu comme étant une menace existentielle pour Israël, idem pour ce qui est des attaques perpétuelles contre les Palestiniens. Nicolas, est-ce que tu peux ajouter un point? Est-ce que tu peux aussi nous parler, on vient de l'aborder, du cas de la Palestine et des camps palestiniens, s'il te plaît? Alors déjà, par rapport juste à la première question, il y a effectivement une politique américaine très très agressive donc sur deux dossiers, la Palestine et l'Iran, et naturellement le cas de l'Amérique latine qui a été cité, avec par ailleurs le sujet n'est pas aujourd'hui l'Amérique latine naturellement, mais avec effectivement des droites très revanchardes en Amérique latine, où on l'a vu, où après il y a une espèce de transition qui est en train de se faire. Quand je dis des droites revanchardes, c'est-à-dire ne pas hésiter à faire des coups d'État, à soutenir le renforcement des sanctions contre Cuba. Bref, on est dans une situation effectivement internationale très 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 tendue. Mais il faut toujours rappeler quand même que même s'il y a cette agressivité américaine, elle bute d'une certaine manière sur des réalités du terrain et des réalités internationales. La première réalité du terrain, alors on va voir avec le corona, la crise sanitaire, comment ça va se passer, mais la première réalité du terrain, c'est que l'Iran a des réserves et elle a des alliés dans la région. Elle a des alliés au Yémen, et au Yémen, c'est plutôt les Saoudiens qui sont embourbés, c'est pas la rébellion aussi. Elle a des alliés au Liban, elle a des alliés parmi les factions palestiniennes, elle a quand même des réserves pour répondre aussi militairement. On l'a déjà vu d'ailleurs dans les échanges de feu après l'assassinat de Qasem Soleimani. Il y a pourquoi la guerre s'est pas déclenchée, pourquoi il n'y a pas eu une vraie guerre déclenchée entre les États-Unis et l'Iran, pour une simple raison, parce que les deux ont montré qu'effectivement, et surtout l'Iran aussi a montré qu'elle pouvait répondre. Donc il y a eu un espèce de jeu entre les Américains et l'Iran qui a été limité à la fin, parce que l'Iran a aussi fait la démonstration qu'elle avait les moyens de répondre. Et ensuite, naturellement, il y a le jeu international avec, comme je l'ai dit, une conjoncture politique mondiale qui change. Quel va être le rôle de la Chine dans les prochaines années? J'en ai aucune idée, mais par exemple, la Chine aujourd'hui développe tout un soft power autour du corona en alimentant, et là on peut parler de l'Iran. La Chine est un des pays en ce moment qui est en train de véritablement aider l'Iran sur le dossier de l'aide sanitaire et compagnie, masques, gel et tout ce que vous voulez. Donc quel va être le rôle de la Chine dans cette diplomatie internationale et régionale? Quel va être le rôle de la Russie? On sait qu'elle a souvent mis des lignes rouges, notamment sur la question syrienne, mais d'autres qui est aussi présente sur d'autres dossiers. La Russie a un rôle parfois, je dirais, elle est présente, des fois elle est discrète, des fois elle est ambiguë. Dans le cas palestinien, par exemple, on a une Russie qui est ambiguë. On ne sait pas encore où est-ce qu'elle veut aller, mais quand je dis qu'elle est ambiguë, c'est-à-dire qu'elle a une sphère de discussion qui va de Benyamin Netanyahou et de la droite israélienne, avec qui les Russes ont des vrais contacts et des vrais liens. Mais paradoxalement, les Russes discutent avec le Hamas. Moscou a récemment accueilli une délégation du Hamas et du mouvement du djihad islamique en Palestine. C'est le seul État, alors je ne considère pas la Russie comme un État occidental au sens propre, mais disons dans les grandes puissances mondiales, contrairement aux États européens ou aux États-Unis,
la Russie n'a aucun problème à discuter avec les mouvements palestiniens, quels qu'ils soient. Le raisonnement ayant toujours été de dire ces mouvements palestiniens n'ont jamais fait d'opération armée chez nous, donc on n'a rien contre eux, donc on peut discuter avec eux. Mais pour dire que même sur le dossier palestinien, d'une certaine manière, les Russes sont assez discrets, mais ils sont présents quand même. C'est-à-dire ils posent leur carte en ayant une sphère de contact qui peut à l'avenir jouer un rôle, qui peut à l'avenir vraiment peser dans la situation, parce que c'est les seuls actuellement à pouvoir discuter avec absolument tout le monde et avoir des canaux de discussion avec tout le monde. Mais maintenant, sur la... Ils peuvent discuter avec tout le monde, les autorités palestiniennes, mais aussi avec Israël, parce que c'est pas non plus, ils n'ont pas non plus les Russes. Oui, je parle des Russes. C'est ce que je dis. Oui, tout à fait. Bah, c'est à la fois c'est à la fois ce qui dans l'avenir peut les bloquer, et en même temps, ça peut être aussi un atout pour eux. C'est-à-dire, tout le monde peut passer par eux. C'est-à-dire que si le Hamas veut envoyer un message aux Israéliens, il peut le faire par le biais de l'Égypte, il peut le faire par le biais des Russes. Il ne peut pas le faire par le biais de, je sais pas, de l'Italie ou des États-Unis, naturellement. Donc, on a une Russie aussi quand même qui se place dans le jeu régional, pas seulement sur le dossier syrien, il ne faut pas l'oublier. Elle est présente sur d'autres dossiers, quoi. Ça, c'est la première chose. Maintenant, sur la question des camps palestiniens, que ce soit les camps du Liban, de Jordanie et de Cisjordanie et de Gaza. La question maintenant, c'est que comme on le sait, à Gaza, comme on dit, de fait, c'est une zone qui était déjà confinée. C'était une zone qui est sous siège, qui est sous un siège militaire, qui est sous un siège militaire aérien. Les Palestiniens n'ont aucune souveraineté ni sur l'air, ni sur leurs frontières, ni sur la mer, etc. On connaît le cas des pêcheurs palestiniens qui ne peuvent pas accéder, qui ne peuvent pas aller pêcher, etc. Et donc, dans ce cas-là, on avait jusqu'à maintenant des cas de corona qui étaient assez limités dans la bande de Gaza. Maintenant, ça commence à apparaître, malheureusement, dans une situation sanitaire où on sait parfaitement qu'à Gaza, la situation deviendra ingérable si cette épidémie se diffuse de manière très large. Dans les camps de réfugiés palestiniens ici au Liban, on est dans un autre cadre. Les factions palestiniennes, toutes les factions palestiniennes, et c'est un des caractères positifs de la situation, ont laissé leur désaccord de côté. Ici, il n'y a pas de désaccord entre Fatah et Hamas sur la question de que faire dans la période actuelle. Elles ont tout fait pour que les gens essayent de rentrer à la maison, elles font tout pour essayer de créer les conditions d'un confinement, mais le problème c'est que c'est dans des camps de réfugiés, donc les gens sont quand même démographiquement, etc. Et le nombre de personnes au kilomètre carré dans un camp de réfugiés, c'est naturellement immense. Donc c'est pour elles très dur. Elles craignent aussi des vagues de contagion de la maladie. Et ensuite, elles ont naturellement la même question que ces classes populaires libanaises dont je parlais, mais peut-être à un degré encore plus fort, c'est-à-dire quand on a 90% de chômeurs dans un camp de réfugiés palestiniens, comment est-ce qu'en étant confiné, on va nourrir sa famille? Et aujourd'hui, les familles dans les camps palestiniens, j'insiste vraiment sur ce point, demandent de la nourriture, demandent des paniers repas, demandent de l'argent pour pouvoir nourrir leurs proches. C'est une situation qui est extrêmement difficile. Et le seul aspect, mais paradoxalement, dans cette situation difficile, il y a eu un aspect positif, c'est-à-dire que ça a soudé les factions entre elles. C'est-à-dire vraiment, elles ont laissé, on sait que la politique palestinienne est fracturée entre le Hamas et le Fatah depuis 2006 en réalité. Au Liban, en tout cas, par exemple, on ne ressent pas cette fracture. Dans les camps palestiniens, les factions travaillent relativement bien ensemble, sous l'égide d'une ambassade de Palestine qui collabore avec le ministère de la Santé libanais. Ensuite, par contre, cette fracture Hamas-Fatah, elle demeure dans les territoires occupés, elle demeure entre la Cisjordanie et la bande de Gaza, qui sont l'une plutôt sous la coupe de Fatah, l'autre plutôt qui est dirigée par le Hamas. Donc, est-ce qu'il y aura des progrès? Est-ce que cette crise du corona, par exemple, dans les territoires et en Palestine, va permettre un rapprochement, va permettre un renforcement ou tout du moins un début d'unité nationale? Bon, ça, il y a beaucoup de Palestiniens qui le souhaitent et effectivement qui appellent les factions à dépasser certains clivages historiques, ceux depuis 2006, pour faire face à toutes les crises. Parce que là, c'est la période de toutes les crises pour les Palestiniens. Il y a eu le deal du siècle, dans lequel la question des réfugiés est complètement évacuée. Ce deal du siècle qui propose d'annexer des pans entiers de la Cisjordanie, comme on l'a jamais fait historiquement à ce point-là. Enfin, il y a une dynamique de colonisation qui est historique, naturellement, mais là, elle est avalisée et acceptée par les Américains avec l'annexion de la vallée du Jourdain. Enfin, c'est un plan qui apparaît complètement fou. Il y a cette crise du corona maintenant qui vient en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Et donc, sur ça, effectivement, beaucoup de Palestiniens appellent à dépasser les querelles entre les factions, à dépasser cette lutte de pouvoir. Est-ce que les factions, notamment le Fatah et le Hamas, les deux grandes factions, y arriveront?
Ça, c'est une vraie question. Il y a eu Ouais. des petits signes positifs adressés par les deux, par Mahmoud Abbas et par Ismaël Haniyeh ces dernières semaines, notamment après des réunions à Moscou, dont je parlais un peu avant. Mais la condition un peu pour eux de s'opposer à ce deal du siècle, mais aussi de gérer une crise sanitaire et de gérer une crise politique, économique, effectivement, la seule condition, c'est leur unité nationale. Alors, on va parler de l'ordre un peu plus international. Il y a Jami Jamel qui demande, et je vais rajouter une question derrière, Jamel qui demande, une solidarité interétatique s'organise-t-elle au Moyen-Orient entre l'Iran, l'Irak, le Liban, la Syrie et la Jordanie? Et moi, je rajouterais, est-ce que on est en période de crise et donc on est en période de perturbation et c'est aussi une perturbation dans l'ordre mondial, dans les rapports de force, dans les alliances. Est-ce que il y a des changements notables? J'avais vu notamment le Japon qui contournait un peu le blocus pour aider l'Iran. Est-ce que vous avez noté d'autres faits comme ça ou pas? Oui, c'est-à-dire, tout à l'heure, je l'ai un peu précisé, dans le cadre de l'Iran, il y a des États en réalité qui contournent, y compris des États européens qui contournent les sanctions de manière plus ou moins légale ou qui essayent de trouver des moyens légaux par rapport au droit international pour le faire. Et paradoxalement, c'est le cas, comme je l'ai dit, de Grande-Bretagne, Allemagne et France qui auraient envoyé récemment une petite aide humanitaire à l'Iran, mais assez limitée. Mais par contre, le cas de la Chine est plus parlant. Ça, c'est dans le cadre de la politique. La Chine a des liens avec l'Iran assez profonds économiquement. Pour eux, ça fait partie de la route de la soie et tout ça. Donc, effectivement, il y a toujours des mécanismes de contournement des sanctions. Par contre, dans la région des mécanismes de solidarité, les mécanismes de solidarité entre les États de la région, ils sont forcément limités pour une raison bien précise. D'abord, c'est que les frontières sont fermées, les populations sont confinées, etc. Il y a une circulation qui se fait difficilement et une circulation difficile et des êtres humains et des marchandises aussi. Voilà, donc déjà c'est quelque chose qui limite. Malgré tout, on voit des phénomènes un peu étranges. Comme effectivement les Émirats, par exemple, les Émirats arabes unis qui ont proposé leur aide à la Syrie et à Bachar el-Assad. Alors on sait que ces dernières années, notamment depuis 2011, l'opposition entre les Émirats et la Syrie était assez féroce, puisque les Émirats soutenaient une partie de l'opposition syrienne. Mais actuellement, il y a des rapprochements. Alors est-ce que c'est dans le cadre effectivement d'une tension entre les Émirats et l'Arabie saoudite? Il peut y avoir mille raisons. Mais c'est pour ça que je ne parlerai pas forcément de solidarité dans un premier temps, mais ça peut souvent plus être les intérêts géopolitiques qui peuvent favoriser la coopération entre les États, quoi, dans ce cas. Je pense que, par ailleurs, en plus de tout ce qu'a dit Nicolas, je pense qu'il y a aussi une deuxième problématique, c'est la plupart des États de la région connaissent des crises économiques très graves depuis plusieurs années. C'est-à-dire, on oublie souvent, mais en Jordanie, il y a eu ces dernières années, en 2019, il y a eu de nombreuses manifestations pour dénoncer aussi la situation économique très mauvaise en Jordanie. Donc, la Syrie est en guerre, l'Irak est en guerre, le Yémen est en guerre, le Liban est dans une situation comme ça grise où il y a un effondrement économique total, mais en même temps, c'est un des pays, c'est une des scènes de l'affrontement régional. Alors, les tensions baissent des aléas, mais voilà, c'est une scène également. Donc, dans cette configuration-là, la solidarité est quand même très difficile parce que quand bien même il y aurait une volonté de faire de la coordination et de la solidarité, ce serait un petit peu compliqué vu la situation économique de ces pays. Maintenant, à l'intérieur de ces pays, on assiste effectivement à beaucoup de solidarité. C'est-à-dire que dans plusieurs régions où il y a des camps palestiniens, par exemple, on remarque que les populations alentours, c'est-à-dire ici à Shatila et Borj el-Barajneh, qui sont dans la banlieue sud de Beyrouth, par exemple, le Hezbollah, parce qu'il avait fait une campagne de désinfection et de distribution d'aide alimentaire, il a inclus les camps palestiniens. On a vu ça également à Tripoli, on a vu ça également dans la Bekaa, on a vu ça également dans le sud. Donc, en Irak, idem, on voit se mettre en place des réseaux de solidarité plus ou moins efficaces et plus ou moins informels en fonction voilà, des moyens disponibles. Ce qui nous semble, nous, important pour ce qui est, dans le cas des camps palestiniens, ce que Nicolas avait soulevé, c'est principalement du fait que les Palestiniens n'ont pas un État qui soit fonctionnel
ou un État même qui soit existant, et qu'il y a une vraie offensive contre les Palestiniens, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, les Palestiniens sont une des populations les plus fragiles et les plus et dont la situation est la plus préoccupante. Parce que dans quelque temps, les factions seront absolument incapables de distribuer le minimum d'aide qui était déjà très faible. L'UNRWA n'a de moins en moins de moyens. Et donc là, c'est ce que tu posais comme question, Wissam, à savoir d'Europe, qu'est-ce qu'on peut faire? Il me semble que voilà, il y a deux choses très importantes à faire. C'est vraiment sensibiliser les gens et l'opinion publique sur les conséquences des sanctions sur plein de pays, que ce soit de la région, que ce soit à Cuba, ou que ce soit là, bien sûr, mais également si possible, on est parfaitement conscient que la situation en Europe est effectivement compliquée également, mais voilà, si possible, que la solidarité aussi, elle vienne de réseaux citoyens à l'égard des camps palestiniens, par exemple. Parce que là, en l'occurrence, ça permettrait de tenir, si le confinement perdure, là, il a été encore au Liban, par exemple, prolongé jusqu'à mai, s'il perdure, on va vraiment vers une situation, c'est-à-dire que la sécurité alimentaire au Moyen-Orient n'est plus du tout garantie. Ouais. Ça, c'est très important que ce message-là arrive à vos auditeurs, arrive aux citoyens en Europe. Nous risquons, d'ici l'été, si la situation sanitaire demeure telle qu'elle est, nous risquons d'aller vraiment vers une situation calamiteuse. Et donc, ça me semble intéressant aussi qu'en tant que citoyen engagé, il y ait aussi de la solidarité à travers tous les réseaux. Il y a plein de réseaux en France de solidarité avec les camps palestiniens. Et donc, tous les dons sont plus que les bienvenus. Mais oui, bah, est-ce que vous avez des pistes où on peut faire des dons ou pas du tout? Pour les dons, est-ce que vous savez à qui on peut les adresser? Comment on peut s'y prendre ou pas du tout? Alors, moi, vu que je ne suis pas en France, je ne suis pas tout ça dans les détails, mais je sais que par exemple, l'association France-Palestine Solidarité ont lancé une campagne, je crois, pour les camps de Cisjordanie et Gaza. Ça, j'ai vu ça circuler sur les réseaux. Mais je pense que d'autres initiatives existent sûrement, que je ne connais pas forcément. Et puis d'autres initiatives peuvent être lancées. Donc, je pense que c'est pas parce qu'il y a quelque chose par contre qui est vrai, que ce soit pour les Syriens, pour les réfugiés syriens, pour les réfugiés palestiniens, il y a quand même ici dans ces pays un tissu dense d'associations, de femmes, d'associations de jeunes, etc., qui sont habitués aussi à ces mécanismes de recevoir de l'argent, dans le cadre de quêtes, de dons, etc., et de les gérer. Il y a déjà des partenariats qui existent. Donc c'est possible, je veux dire, on n'est pas dans un terrain vierge, au contraire, quoi. Donc c'est toujours possible d'aider, quoi. Voilà. Alors, là, ça fait 1 heure. Je vous propose qu'on fasse encore 15 minutes, encore 2-3 questions, ça vous va? Ouais. Alors, là, je vais prendre 2 questions à la suite parce qu'elles sont un peu sur le même cas. Il y a Louisa qui demande, il y a un nouveau gouvernement au Liban qui s'est composé dans le sillage des soulèvements de l'automne et de l'hiver dernier. Quelles sont les mesures économiques qu'il prend et comment la contestation se poursuit-elle? Et il y a Jamel qui demande, la situation sanitaire a-t-elle impacté les relations entre les communautés religieuses du Liban, union sacrée ou pas? Je peux commencer à répondre et puis Ajar, tu peux ajouter des éléments. Sur le mouvement de contestation, je pense que ce mouvement de contestation avait commencé à s'essouffler avant la crise du corona, c'est-à-dire il n'y avait plus vraiment de manifestations, on va dire à partir de mi-février. Pour plein de raisons. Pour des raisons d'abord d'une certaine fatigue d'une partie de la population. Comme je dis, dans un contexte de crise économique, beaucoup de gens n'étaient plus prêts à manifester, mais beaucoup de gens cherchaient les moyens de vivre. Ça joue dans les crises économiques. Des fois, les crises économiques peuvent aller même à l'encontre des mouvements sociaux. C'est pas du tout illogique. Il y a eu ça. Il y a eu aussi peut-être une crise de perspective dans le mouvement social. Il y a eu un mouvement social aussi qui a eu plusieurs tendances. Il y avait dans ce mouvement social une tendance plus libérale, c'est-à-dire plus attachée à la question de la fin du confessionnalisme. Et puis il y avait une tendance, on va dire, plus à gauche, c'est-à-dire très en avant sur la question des banques et de la critique de la banque centrale libanaise. Et d'ailleurs, ces noyaux militants autour de la question des banques, etc., ont été actifs jusqu'à assez tard, avec des opérations un peu coup de poing, d'occupation des banques, etc. Donc ce mouvement s'était un peu essoufflé.
Là, dans le cadre de la crise du corona, tous les mouvements sociaux, toutes les associations, tous les mouvements de jeunes qui sont apparus ont plutôt appelé les gens à se confiner. Ils essayent de faire des initiatives de solidarité, je pense un peu créatives, créatives ou logiques, dans la période actuelle, c'est-à-dire d'essayer de désinfecter, d'apporter du gel, d'apporter des masques, de faire des services d'aide à domicile en passant des numéros de téléphone pour aller chercher les gens qui auraient besoin d'aller à l'hôpital. Dans certaines localités, ils essayent de faire ça, quoi, donc ils sont toujours actifs. Mais en même temps, je pense qu'il faut bien comprendre que cette crise du corona, combinée à la crise économique, permet aussi aux partis confessionnels historiques de revenir sur la scène, parce qu'ils ont des militants, parce qu'ils sont plus organisés, parce qu'ils sont capables on a vu ces dernières semaines, les forces libanaises, par exemple, qui est le deuxième parti chrétien, a distribué des gels, a distribué des masques. Le Hezbollah, par exemple, a mobilisé 25 000 de ses militants, notamment des médecins, des infirmiers. Il a un appareil médical assez perfectionné, assez efficace, qu'il a mobilisé. Et sur la question des logiques confessionnelles, ça va dans deux sens, les logiques confessionnelles. C'est-à-dire, d'un côté, on pourrait dire il y a union nationale dans le sens où personne ne dit ne vous confinez pas, etc. Toutes les autorités religieuses, sunnites ou chiites ou chrétiennes, là, sont en train d'annuler toutes les cérémonies religieuses dans leur ensemble. Mais en même temps, cette crise et la crise économique, les deux crises en fait combinées, la crise économico-sanitaire, on pourra dire, renforcent sur le long terme les logiques confessionnelles, parce que qui dit se confiner dit de toute façon se renfermer sur son appartement, sur son immeuble et sur son quartier, et que les réseaux de solidarité, à la fin, le seul filet de sécurité sociale, eh bien, ce sera la famille, ce sera la confession et ce sera éventuellement le parti. Et que effectivement, moi, je pense, c'est mon point de vue, que le mouvement social n'est pas encore en mesure, ou n'a pas encore des épaules, parce qu'il n'a pas encore les structures pour remplacer ça. On n'est pas dans un pays, par exemple, je prends souvent l'exemple de la Tunisie. En Tunisie, il y a eu pas seulement une opposition, il n'y a pas eu seulement des manifestations, mais il y avait un syndicat qui s'appelle l'UGTT, qui était une structure qui était capable d'assumer beaucoup de choses, et qui était capable d'assumer de l'entraide, etc., et qui était capable de mobiliser beaucoup de gens dans les rues, de s'organiser. Ici, toutes les structures historiques, par exemple, toutes les structures syndicales au Liban ont été détruites toutes ces dernières années. Et les structures associatives, etc., je pense, sont assez faibles. Donc je pense aussi qu'on assiste par ailleurs à un retour des partis, c'est mon hypothèse en tout cas, je pense qu'on assiste à un retour des partis confessionnels, qu'ils soient de toutes les confessions, parce qu'ils ont les moyens, parce qu'encore une fois, ils sont organisés, et peut-être parce qu'on a sous-estimé le fait qu'il y a beaucoup de gens aussi qui adhèrent. Ils ont encore des bases populaires, c'est-à-dire il y a eu un mouvement social, mais ça ne veut pas dire que les partis confessionnels n'ont plus de base sociale. Ils en ont toujours eu, et ils en ont encore. Et là, dans le cadre d'une crise comme ça sanitaire, ils sont capables de se mobiliser. Ils sont capables de se mobiliser d'une manière assez même efficace. J'aimerais rajouter juste un point très important, c'est-à-dire qu'au-delà du jugement de valeur qu'on peut avoir, il y a un point très important. On ne peut pas venir détruire les États de la région, que ce soit à travers des agressions militaires caractérisées, ou que ce soit à travers des politiques économiques néolibérales qui ont fragilisé les États, et se demander pourquoi est-ce que ces partis confessionnels continuent à exister. Je veux dire, ces partis confessionnels, quel que soit ce qu'on peut penser d'eux, et c'est pas seulement le cas au Liban, mais c'est le cas aussi en Irak, par exemple, sont le dernier pilier de solidarité, sont le dernier pilier de sécurité pour beaucoup de citoyens. Donc, clairement, les manifestations et les mobilisations sociales qui ont eu lieu depuis 2019 dans la région avait réussi à secouer, si vous voulez, un petit peu le statu quo, mais en contrepartie, l'alternative est demeurée faible, parce que on parle d'États qui ont été ravagés, qui sont ravagés depuis 20-30 ans. Donc clairement, il y a aussi une temporalité historique à prendre en considération, et pour comprendre pourquoi est-ce qu'ils retournent, et pour éventuellement réfléchir à une alternative s'il y en a une. Est-ce que tu pourrais, dans le cas des mouvements sociaux, est-ce que tu pourrais nous parler aussi du cas de l'Irak, où il y a eu des grands mouvements sociaux cette dernière année? Qu'est-ce que c'en est en ce moment-là, actuellement? Les mouvements sociaux en Irak, c'est-à-dire que depuis ces dernières années, en réalité, depuis la fin de la guerre contre Daesh, on voyait des flambées dans le sud de l'Irak à cause du manque d'infrastructures minimales, notamment en termes d'eau et d'électricité. C'était le cas notamment à Bassora,
qui est le principal port d'exportation du brut irakien, mais qui est une des villes les plus pauvres d'Irak, voire de la région. Et ce mouvement s'est ensuite étendu à tout le sud de l'Irak et à Bagdad. Ce mouvement a été très sévèrement réprimé, ce qui a conduit à des centaines de morts. Mais il y a eu deux instants, si vous voulez, qui se sont produits. Il y a eu deux moments qui se sont produits. C'est-à-dire d'abord l'assassinat du chef militaire du Hajj en Irak, Abu Mahdi Mohandis, qui était considéré comme étant le héros de la guerre contre Daesh, qui a réussi à resserrer, si vous voulez, un petit peu les rangs entre l'opposition et les partis au pouvoir en Irak, et la crise sanitaire. Alors, bien sûr, les partis au pouvoir, que ce soit en Irak ou ailleurs, au demeurant, ont profité de cette conjoncture sanitaire pour, si vous voulez, mettre fin à ces mobilisations. Mais là, je pense que je sais que vos auditeurs n'ont peut-être pas le temps de rentrer dans tous les détails, mais c'est, comme disait Nicolas à juste titre, je pense que de toute façon, ces mouvements sociaux commençaient déjà à être fragilisés avant le corona et avant le Covid. Là tu as parlé plusieurs fois de Daesh. Est-ce que, là, on a parlé souvent de ces derniers mois qu'il y a un recul de Daesh. Est-ce que la crise actuelle, qui va être une vraie crise politique, ne peut pas être le théâtre d'un retour de Daesh, d'une résurgence de Daesh? Alors, on le voit dans certaines régions, dans le nord-est de la Syrie, avec comme extension certaines zones de l'Irak. Je ne pense pas qu'on assistera à ce quoi on assistait en 2014, c'est-à-dire des régions qui tombent sous les à-coups de Daesh et Daesh qui s'étend sur des villes et qui contrôle des villes et des régions entières. Mais il y a bien sûr des cellules qui existent encore dans plein de régions. Que ce soit dans le nord-est syrien, que ce soit dans le nord irakien, parce que c'est une extension en réalité. C'est des zones qui s'étendent, pour faire très court, de Raqqa en Syrie, Deir ez-Zor, la plaine de la Ninive, qui peuvent arriver carrément à Khan Maqin, c'est-à-dire vers l'est, le nord-est irakien. Et alors là, on voit clairement qu'il y a une réactivation de beaucoup de cellules. Il y a de nouvelles attaques récemment en Syrie, en Irak, de groupes comme Daesh. Oui. Nicolas, tu vas ajouter un point là-dessus ou pas? Non, j'ai pas grand-chose à ajouter. Sinon, de toute façon, avant cette crise, de toute façon, il était évident qu'il n'y a pas de fin à la dynamique djihadiste pour le moment. Je veux dire, les mouvements djihadistes de ce type ont toujours profité. Alors peut-être que ça aura un autre nom que l'État islamique demain, mais ont profité en général de l'écroulement des États. C'est le cas dans cette région, c'est le cas aussi au Maghreb, ça a été le cas en Tunisie, Sahel. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup d'illusions à se faire. C'est sans doute actuellement une période peut-être de réorganisation pour eux, parce qu'ils ont vécu objectivement des défaites militaires d'ampleur en Syrie. On le voit ici au Liban, ils ont vécu des défaites au Liban. Au Liban, il y a eu des terribles vagues d'attentats. Donc, c'est les grandes vagues d'attentats, c'est 2013, 2014, 2015. 2 jours avant l'attentat du Bataclan en France, il faut savoir qu'il y avait eu un attentat dans la banlieue sud de Beyrouth, à majorité chiite, qui avait été un attentat qui avait fait plus de morts encore que l'attentat contre Rafik el-Hariri en 2005. Je pense que ça doit à peu près être 70 personnes qui avaient été tuées dans l'explosion dans la banlieue sud. Ces attentats aujourd'hui n'ont plus lieu, c'est-à-dire toute la grande vague d'attentats effectivement est un peu derrière nous. Donc ces mouvements ont vécu une défaite militaire, politique, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas en phase de réorganisation, ça ne veut pas dire qu'ils ne reviendront pas, et surtout il y a tout un terreau social, économique et politique qui leur profitera à l'avenir sans aucun doute. Alors, je vais prendre encore deux questions pour terminer. Alors là, il y a la question, mais je vais répondre moi-même. C'est 123 Algérie qui dit « Ce n'est pas le Moyen-Orient, mais c'est une partie du monde arabe. Comment l'Algérie, le Maroc et la Tunisie gèrent-ils la crise sanitaire ?» Eh ben, on prépare une émission sur le cas du Maghreb spécifiquement, qui va normalement arriver dans la semaine, Inch'Allah. Donc, alors, Wissem, si tu me le permets, alors comme je suis maroco-algérienne, je ne pourrais pas répondre. Je ne pourrais pas répondre à la question, mais voilà, je salue tous vos auditeurs qui sont du Maghreb et de Tunisie également, et je regarderai l'émission avec grand plaisir. Voilà, parce que
on essaye d'avoir des gens qui sont spécialistes d'un sujet pour parler de ce sujet. Et donc, on va inviter des gens pour parler du cas spécifiquement du Maghreb. Ça va arriver dans les prochains jours. On prépare aussi une émission sur le cas plus particulier de l'Afrique, tout ça. Donc, si on n'en parle pas maintenant, c'est que ça va être parlé dans les jours qui arrivent. Il y a Louisa qui demande: le Liban, dont l'économie est orientée vers le secteur des services, est dans l'incapacité de gérer son autosuffisance alimentaire. Est-ce que les transports de marchandises se poursuivent par voie maritime et via la frontière syro-libanaise, malgré sa fermeture officielle? Oui, il y a encore des. Ce que votre auditrice souligne, c'est exactement juste, c'est parfaitement juste, dans le sens où le Liban, comme je l'ai dit au début, c'est un modèle fondé sur un capitalisme bancaire et financier. Ce n'est pas un capitalisme productif. Le Liban ne produit rien et le Liban n'est pas autosuffisant à un niveau alimentaire. Ça peut sembler très bizarre parce qu'on a cette image du Liban toujours historiquement riche, etc. Où, en fait, c'est de l'argent surtout qui circule et parfois de l'argent fictif. Mais c'est un pays qui n'est pas du tout autosuffisant au niveau de son alimentation. Il y a un grenier syrien, il y a l'aide de la Turquie, etc. Même au niveau de sa viande, par exemple, la majorité de la viande est importée au Liban. C'est quelque chose qui est très difficile à imaginer. Et donc, avec cette crise économique, les risques de pénurie se dessinaient là aussi avant la crise du corona, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on a une pénurie de dollars au Liban. Pénurie de dollars pour les petits épargnants, mais pénurie de dollars pour tous ceux qui doivent acheter aussi les denrées. Pénurie de dollars pour l'État, pénurie de dollars pour la Banque centrale libanaise qui n'a plus les dollars au sens propre, qui n'a plus le cash. Il y a un manque au sens propre de cash au Liban qui ne permet plus d'acheter comme l'État pouvait le faire avant. Donc, de ce point de vue-là, il y a un véritable risque de pénurie au Liban à tous les niveaux, que ce soit au niveau alimentaire, mais ça peut être aussi, comme je l'ai dit, au niveau sanitaire, les matériaux pour les hôpitaux, pardon. Il faut savoir qu'il y avait eu des grèves dans les hôpitaux privés dès le mois de décembre au Liban. Des grèves où les personnels hospitaliers disaient d'ici quelques mois, il y a certains produits qu'on ne pourra plus acheter parce qu'on n'a pas les dollars pour le faire. Donc on est effectivement dans une situation de pénurie. Ensuite, ça ne veut pas dire, quand j'ai dit tout à l'heure que le pays était isolé, il y a encore par voie maritime et par voie aérienne, naturellement, par voie terrestre, des transports de marchandises. Ça fonctionne encore. Mais le problème, c'est pas tant est-ce qu'on peut faire entrer ou sortir des choses. La question, c'est comment est-ce qu'on les achète. C'est la grande question du Liban aujourd'hui. C'est la grande question du Liban depuis quelques mois. Avec quelle liquidité, avec quel dollar on va acheter les matériaux alimentaires, les matériaux hospitaliers, tout pour les constructions et pour naturellement l'alimentation. C'est une vraie question c'est une vraie question qu'on se pose depuis 6 mois et cette question va devenir encore plus grave dans les prochaines Alors, pour justement donner un exemple de ce que dit Nicolas, actuellement, il y a une tendance inflationniste très importante au Liban qui varie à hauteur de 30%. D'accord. Tous les prix ont doublé, triplé, et le système, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, le Liban vit sur une double parité. C'est quelque chose d'absolument... Je ne sais pas si c'est unique au monde, c'est-à-dire une double parité dans le sens où historiquement, la livre libanaise, qui est la monnaie locale, était à 1500 livres pour $1. C'était une parité fixe depuis la seconde moitié des années 90. Ça ne bougeait jamais. Aujourd'hui, cette parité, si vous allez sur Google et que vous tapez combien coûte le dollar en livre libanaise, vous aurez toujours cette parité $1500. Le problème, c'est que chez les changeurs, et il y a une double parité. Si vous allez chez les changeurs, on en est aujourd'hui pratiquement à 3000 livres. $1 est égal à 3000 livres. Il y a 2 régimes de change au Liban. Il y a le régime officiel à 1500 livres et il y a le régime officieux, mais qu'en fait tout le monde est obligé d'adopter, qui est à 3000 livres. Et donc, il y a tout ça provoque naturellement une inflation et compagnie. Donc, on est dans une situation économique pas seulement bancale, mais un peu complètement ubuesque au sens où c'est un pays qui vit avec 2 parités. Mais c'est le cas. Absolument. Et d'ailleurs, une des conséquences de ça, c'est maintenant aussi le cas, par exemple, en Syrie, puisque parlons du Moyen-Orient en général, c'est aussi le cas en Syrie, c'est aussi le cas en Jordanie, où effectivement, pour d'autres raisons, il y a aussi une inflation très importante en Jordanie. Donc, c'était encore une fois pour illustrer la situation économique très, très difficile des pays dans la région. Alors, écoute, je vais finir par 2 questions. Pour terminer le sujet, qui servira aussi de conclusion pour vous. La première question, c'est que là, on a fait un tableau assez noir, assez sombre, assez pessimiste. Est-ce qu'il y a quand même des notes d'espoir, des notes d'optimisme qu'on peut avoir? Et la seconde, vous avez déjà commencé à en parler, mais ça pourra permettre de résumer toutes vos interventions et de servir de conclusion.
Qu'est-ce qu'on pourra faire, nous, en tant que militants du Nord, qu'on peut faire actuellement aussi, mais une fois le confinement terminé, en tant que militant anti-impérialiste, en tant que militant pro-palestinien, qu'est-ce que c'est la première chose qu'on devrait faire pour venir en soutien à ces pays de ces régions? Je commence. Vas-y, Nicolas. Rappelle-moi juste la première question, parce que la deuxième question... Est-ce que tu as une note d'optimisme quand même Oui, la note d'optimisme. Bon, tout à l'heure, j'ai essayé de souligner juste un petit point positif. J'ai dit que les factions palestiniennes essayaient un peu de dépasser leurs différends, en tout cas sur le terrain, en tout cas dans les camps de réfugiés palestiniens, en tout cas à un niveau local. Ici au Liban, c'est quelque chose de positif en soi, que les gens, que les dirigeants politiques locaux ou nationaux essayent de travailler ensemble pour faire face à une crise sanitaire et à une crise politique. Je pense que dans toutes les sociétés de la région, on assiste aussi à des phénomènes de solidarité, très clairement. J'ai cité ici au Liban des initiatives faites par des gens venus des mouvements sociaux ou des gens qui étaient un peu inscrits dans les mouvements sociaux là, de cet hiver et de cet automne, autour d'essayer de faire des systèmes d'entraide pour amener les gens à l'hôpital ou pour leur apporter à manger simplement. Il y a aussi Donc il y a des phénomènes de solidarité, il y a, comme je pense dans toute société, il y a des phénomènes réels de résilience. Et ça, c'est quelque chose de positif. Malheureusement, on sait qu'en politique, ce qui compte à la fin, c'est les structures. Donc c'est pour ça qu'on voit toujours plus les côtés négatifs. Et effectivement, ces structures, je veux dire, la résilience des gens ou les initiatives de solidarité, effectivement, des fois, on a l'impression que ça pèse peu face à ces logiques d'État, à ces logiques confessionnelles, à ces logiques d'agression extérieure, etc. Et c'est vrai, à ces logiques d'occupation aussi. Donc c'est pour ça qu'on est souvent un peu pessimiste. Mais voilà, c'est des sociétés qui ont de la résilience. Juste une chose sur la résilience. Ici, au Liban, la population, je dirais, chez beaucoup, on sent à la fois il y a un sentiment de résignation, mais il y a aussi le sentiment de savoir que ça passera au bout d'un moment. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier qu'ici, on est dans une région en guerre, le Liban. Il y a eu la guerre civile. Et puis, ces dernières années, le Liban a traversé des phases extrêmement dures. Il y a eu la guerre de 2006. D'abord, il y a eu l'occupation du Sud-Liban jusqu'en mai 2000. Ensuite, il y a eu la guerre de 2006 qui a été extrêmement violente. Ensuite, il y a eu des affrontements interlibanais en 2008. Ensuite, il y a eu, comme je l'ai dit, la série d'attentats de l'État islamique et d'Al-Qaïda sur 2013, 2014, 2015. On a vraiment vécu des périodes difficiles. Après, il y a cette crise économique terrible. Plus, il y a cette crise du corona. Donc, effectivement, tout le temps, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui tombent sur la tête. Mais en même temps, les gens, les citoyens libanais, etc., ont aussi appris un niveau personnel à résister à ça. À vivre avec. D'autant plus que l'État est faible. Ici, on n'a pas le même système de... Alors, je sais qu'en France, on voit que le système de santé est défaillant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ici, un des filets de protection sociale, j'ai dit, c'est la confession, mais c'est aussi la famille. Je veux dire, je pense qu'il y a encore beaucoup de solidarité dans les familles. Les gens ne pourraient pas survivre au sens propre ou ne pourraient pas manger s'ils n'avaient pas leur famille. C'est aussi quelque chose à souligner. Donc il y a des mécanismes de solidarité, de résilience qui existent, et je pense que beaucoup ici savent que cette période passera. Voilà, et qu'il y aura sûrement des jours meilleurs, mais bon, en tout cas, effectivement, la période actuelle est très difficile. Et sur ce qu'il est possible de faire en France, bon, moi je suis ici, donc j'ai un peu de mal à dire ce qu'il faut faire en France. Ici, c'est Beyrouth, je tiens à préciser. Oui, ici, voilà, quand je parle d'ici, c'est Beyrouth. Ce qu'il est possible de faire en France, en Europe, je pense que Hajar a très bien expliqué la dynamique, qu'est-ce que ça veut dire la dynamique des sanctions sur l'Iran, et qu'est-ce que ça a comme conséquence absolument catastrophique, y compris en termes sanitaires et en termes c'est-à-dire même la simple logique sur la propagation du virus, même ça. Ça devrait, la conclusion logique devrait faire qu'on devrait s'opposer à ces sanctions extrêmement violentes. Donc effectivement, mais le problème, c'est que là aussi, moi, j'ai quand même été longtemps en France. Je pense qu'il y a un recul très sérieux de tous les mouvements de solidarité à caractère internationaux et internationalistes en France. C'est quelque chose qu'on voit depuis des années. Malheureusement, ça vaut sur la Palestine, ça vaut sur les questions anti-guerre. Il y a sûrement 1000 raisons à ça, mais c'est des mouvements qui sont très très essoufflés. Si on prend comme comparaison les années 2002 et 2003, où pour la peine j'étais en France, où on pouvait voir sur la question palestinienne ou sur la question de l'Irak des manifs de 50 à 70 000 personnes, et que maintenant, si on arrive à attirer en France, je pense, 1000 personnes à un rassemblement sur Gaza,
c'est considéré comme une victoire. Il y a un très sérieux recul des mouvements sociaux sur les questions internationales en France et en Europe. C'est un phénomène global, malheureusement, qui interroge, je ne sais pas toutes les réponses sur le pourquoi de ce recul sur les questions internationales. Est-ce que c'est aussi un peu dû à toute l'ambiance de droitisation du monde, de droitisation des sociétés, de renfermement sur le cadre national, j'en sais rien. Mais c'est que de ce point de vue-là, du point de vue de la solidarité, je pense à un niveau international, on vit une période aussi un peu problématique, malheureusement. Ouais, effectivement. Ajar? Je rejoins absolument Nicolas, c'est-à-dire que sur le point positif, ce qui est quand même très sidérant, en tout cas moi c'est la première chose qui avait attiré mon attention en Irak quand j'ai commencé à travailler il y a maintenant 2 ans et demi, c'est l'incroyable résilience des Irakiens, mais je le voyais déjà bien avant. C'est une région que je connais depuis 20 ans maintenant, que je vois chez les Syriens, chez les Palestiniens, chez les Libanais, et au demeurant chez toutes les régions toutes les régions du monde arabe, je veux dire, qui ont connu des crises successives et des guerres, etc. Et donc cette résilience, cette capacité à s'adapter rapidement à la situation et à créer de nouveaux réseaux de solidarité est totalement respectable et très émouvante. Après, bien sûr, je veux dire, je ne sais pas jusqu'à quel point ça sauvera cette région du chaos qui l'attend. Et de ce point de vue-là, à mon avis, et j'espère que cette crise sanitaire va se terminer vite. Et je pense, comme Nicolas, je ne vis plus en France depuis très longtemps, mais j'espère vraiment que ces mouvements de solidarité reverront le jour. Et qu'il y aura une vraie prise de conscience en Occident et en Europe en particulier sur les conséquences des sanctions sur l'Iran, sur la Syrie, sur le Yémen, sur Cuba et Venezuela, évidemment. Et donc, j'espère vraiment que ces mouvements de solidarité reverront le jour. Comme quand il y avait des sanctions contre l'Irak dans les années 90, il y avait un mouvement de solidarité, peu importe les divergences sur le régime de Saddam Hussein à l'époque. Moi, d'ailleurs, je militais dans ces mouvements de solidarité, je m'en rappelle très bien. Et la question, ce n'était pas du tout de soutenir le régime, tel ou tel régime, c'est totalement hors contexte. C'est parce que les sanctions économiques sont une punition collective des populations, et notamment des populations les plus fragiles. Eh bien, écoutez, on va terminer là. Merci Nicolas, merci Ajar. Avant de se quitter, merci à vous. Je voudrais rappeler 2-3 mots sur l'émission. Alors, déjà, de continuer à partager cette vidéo, ça prend 2 secondes et ça permet de vraiment la diffuser. De ne pas oublier de liker, de ne pas oublier de vous abonner sur la page, surtout pour ne pas rater les prochaines émissions. Et notamment, on se retrouve, comme on l'a dit, tous les 2-3 jours et on prépare plusieurs émissions sur plusieurs thèmes. Et notamment, il y a des émissions qui sont en préparation sur le cas du Maghreb, puisque ça intéressait sur certains auditeurs. Et aussi le cas de l'Afrique et plein d'autres sujets qui vont arriver. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire merci Ager, merci Nicolas. Merci beaucoup. Bonne soirée aux internautes. Merci à vous.